puissiez un début d'infection. Cette infection, ça va se traduire par l'envahissement et la multiplication des bactéries cariogènes. Comme tout tissu qui réagit face à une infection, une réaction inflammatoire va se mettre en œuvre. Cette réaction inflammatoire, c'est une première ligne de défense qui va avoir pour but d'essayer d'éradiquer l'agent agresseur étranger. La pulpe, elle va réagir exactement de cette façon-là. Et c'est malheureusement ce qui a servi pendant très longtemps à dire, si on a un tissu pulpaire qui s'enflamme, ne serait-ce que dès qu'on a une carie améllaire, on a un tissu qui peut peut-être se nécroser extrêmement vite. Et donc, on ne va peut-être pas courir le risque qui est d'obtenir une dent nécrosée, et on va peut-être être un petit peu plus mutilant et dévitaliser assez rapidement pour s'affranchir de ce risque. Le fait est qu'au niveau de la pulpe, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir voir ça comme une réaction qui va en fait dépendre de la frappe de l'agresseur. Comme si vous étiez en temps de guerre, la réaction de défense pulpaire, la réaction inflammatoire, va dépendre en fait de l'intensité de la carie que vous avez face à vous, de l'intensité de l'agression et de la vitesse d'évolution de la lésion carieuse. Et elle va être relativement proportionnelle à ça. Donc en fait, ce que vous allez devoir essayer d'appréhender, ça va être ce degré d'inflammation qui va pouvoir ou non faire basculer la pulpe vers un état de nécrose. Et on va voir qu'en fait, l'inflammation, on peut s'en servir. C'est finalement un processus qu'il faut voir comme plutôt une arme à double tranchant et pas simplement quelque chose qui va éventuellement faire tourner le tissu pulpaire vers la nécrose. En fait, l'inflammation, évidemment, la réaction inflammatoire, si vous avez un stimulus carieux qui persiste, des bactéries qui continuent à arriver en grand nombre, vous allez avoir une pulpe qui va au début être inflammée de façon localisée, puis avoir une inflammation qui va se propager à l'ensemble de la chambre pulpaire, et puis progressivement, éventuellement, à la pulpe radiculaire. Et scénario catastrophe, si on ne fait rien, on va avoir une nécrose. Mais ça, c'est vraiment le pire scénario possible. Parce que l'inflammation, à un juste niveau, elle va également servir de prérequis à la réparation, à la cicatrisation pulpaire. Et donc cette inflammation-là, si on joue dessus, on va pouvoir s'en servir pour essayer de conserver le plus possible les dents qu'on soigne. Si évidemment on estime que la pulpe est dans une situation qui le permet. Donc là, on va voir justement quels sont les outils cliniques dont vous disposez pour évaluer ce degré d'inflammation. On va voir un petit peu que malheureusement, ils ont certaines limites. La première chose que vous allez utiliser, ça va être les symptômes de votre patient. Un patient, vous allez pouvoir facilement l'interroger sur ses douleurs. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de ça en termes d'inflammation et en termes de statut pulpaire? Pas grand-chose en fait. La seule chose que vous allez pouvoir dire, la seule situation dans laquelle vous allez pouvoir statuer, c'est si en fait vous avez un degré d'inflammation qui est tel que vous pouvez dire là, la pulpe risque de se nécroser. Donc je ne prends pas ce risque. Ça correspond à une situation clinique que vous connaissez tous, un patient qui arrive, qui a des douleurs spontanées, qui se plaint de douleurs relativement violentes, qui est fatigué, qui peut même avoir du mal à dormir la nuit, des douleurs accentuées en position allongée. Pour toutes les autres situations, vous n'allez pas pour autant avoir une appréciation précise du degré d'inflammation de la pulpe en se basant juste sur les symptômes du patient, malheureusement. Donc on a ensuite dans notre arsenal thérapeutique à disposition des tests pulpaires. Ces tests pulpaires, notamment ceux que je vais vous décrire, c'est les plus logiques, ça va être les tests thermiques et les tests électriques. Pour pouvoir comprendre ce qu'ils peuvent vous apporter, on va revenir rapidement sur la façon dont ils fonctionnent. Alors, votre dentine, elle est constituée de tubuli dentinaires. Dans ces tubuli, vous allez trouver deux choses qui vont servir lors de ces tests. Première chose, du fluide dentinaire. Deuxième chose, vous allez trouver des fibres nerveuses pulpaires qui cheminent à l'intérieur de ces tubuli. Quand vous appliquez du froid, du chaud ou votre électrode, si vous faites un test thermique, vous allez en fait provoquer des mouvements du fluide. Et ces mouvements-là, en fait, vont aller activer les récepteurs qui sont sur les fameuses fibres nerveuses dont je vous ai parlé. Et ça va déclencher une douleur qui va être plus ou moins forte en fonction de l'état excité, en fait, de ces récepteurs. Si vous êtes sur une pulpe qui est extrêmement inflammée, les récepteurs sont déjà à la base relativement excités, ils vont répondre extrêmement fort.
Donc on comprend bien à travers ça que par contre la seule chose que vous pouvez espérer tester quand vous faites ce genre de test, eh bien ça va être l'innervation du tissu pulpaire en question. Or, le fait est que quand vous avez une nécrose qui est en cours, vous pouvez avoir persistance du tissu nerveux et pour autant plus de vascularisation, parce que le tissu nerveux va être beaucoup plus résistant à la réaction inflammatoire. Donc finalement, on peut aboutir à des réponses qui ne sont pas forcément aussi bonnes que ce qu'on pourrait attendre. Et c'est ce que montre finalement, ça correspond à une pulpe qui réagit, qui a organisé ses défenses et qui donc eh bien, se porte plutôt bien. Si vous êtes donc, dans ce cas de figure, vous pourrez parfois observer, c'est ce qu'on voit sur la radiographie ici, la réaction de la pulpe. Là, vous voyez qu'on a la rétraction d'une des cornes pulpaires en rapport avec la zone où vous avez l'amalgame qui est un peu débordant et potentiellement une reprise de carie. Quand vous voyez ça, vous ne devez pas vous dire « Oh là là, il y a une rétraction pulpaire, c'est pas très bon ». Au contraire, vous êtes sur une pulpe qui est en train de réagir, en tout cas qui a déjà commencé à réagir. Donc c'est plutôt un facteur pronostic positif. Par contre, si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous avez une dentine qui est un peu jaunâtre, plutôt molle, friable, est-ce que c'est pour autant que vous devez vous dire que vous êtes forcément face à une pulpe qui est extrêmement agressée et donc il y a un état inflammatoire qui est peut-être pas loin du point de non-retour? Non, vous pouvez vous dire que la pulpe elle est sûrement en train d'essayer de se défendre, c'est tout ce que vous pouvez vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez envisager que la pulpe peut, malgré tout, dans ce genre de situation, se défendre à l'aide de ce schéma-là. Tout ça, cette diapositive, elle a pour but de vous montrer que la pulpe a un potentiel de cicatrisation intrinsèque, au travers du complexe qu'elle forme avec la dentine. Mais, en plus, elle est capable de réagir dynamiquement, et notamment face à tout changement de l'écosystème au sein de la carie qui l'agresse. Je prends l'exemple de par exemple cette carie occlusale qui aurait débuté au niveau du sillon et que vous voyez en bleu foncé. Au bout d'un moment, si rien n'est fait, vous allez avoir une déminéralisation de l'émail et peut-être rupture et perte d'un pan d'émail. Quand vous allez avoir ça, eh bien, en fait, on a remarqué qu'on va avoir transitoirement une diminution de la charge bactérienne. Et que face à ce phénomène évidemment transitoire, si vous laissez la dent comme ça, la carie va finir par envahir l'ensemble du tissu dentinaire et ce sera fichu. Mais transitoirement, ça va se traduire par une réponse de la pulpe qui va se mettre à synthétiser une dentine justement brune et sèche, comme celle dont on a parlé. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que si la pulpe a l'air d'être dans une situation délicate, si on modifie l'environnement dans lequel elle a en elle-même une capacité de réagir, et donc c'est pas pour autant que c'est fichu. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Ensuite, c'est bien, je vous parle de potentiel de cicatrisation, il faut voir ce qui peut influer sur ce potentiel. Alors l'âge va influer, et vous devrez prendre évidemment en compte lorsque vous essaierez d'établir un diagnostic complet. Pourquoi il rentre en compte? On sait qu'une pulpe jeune va peut-être avoir un meilleur potentiel de cicatrisation en comparaison à une pulpe âgée. Parce qu'en fait, on a une vascularisation qui va être meilleure, évidemment, chez le jeune sujet. Parce que, également, on va avoir plus d'odontoblastes. Et qu'en plus de ça, on va avoir plus un pool de cellules souches qui peuvent intervenir dans les processus de réparation qui va être supérieur. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes face à un sujet, et puis qui va dépendre aussi si on fait par exemple une extraction pulpaire de ce qu'on va observer. Quoi qu'il en soit, au début, on a quand même envie d'essayer de garder cette dent vivante. Mais il faut avoir en tête que peut-être, si vous faites une extraction pulpaire sur cette dent-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore soignée, peut-être que vous allez avoir finalement un état inflammatoire un peu plus important que ce que vous auriez pensé. Ensuite, on va passer sur un cas que je trouve extrêmement intéressant. Je vous remercie pour celle de Dr Sarah Attal qui m'a permis de vous le présenter. Alors, on est sur une patiente qui a des douleurs chroniques depuis plus de 2 ans. Elle nous dit qu'elle a eu donc, des amalgames qui ont été changés parce qu'elle s'est plainte à plusieurs dentistes en disant qu'elle avait des douleurs vraiment localisées dans le secteur de 46 et 47. Donc ces amalgames ont été changés 2 fois. Ça n'a absolument rien changé à la symptomatologie de la patiente, qui est la suivante. Elle décrit des douleurs type courant électrique, des douleurs qui sont
provoquée par le froid, un peu intense, mais qui passe après l'arrêt du stimulus. Donc dès qu'elle a fini de manger, si elle a mangé du froid, ça s'arrête. Mais par contre, elle est inquiète parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, malgré les réinterventions successives, elle continue à avoir mal. Sur le plan de l'examen clinique, on va observer 2 amalgames qui ne sont pas si mal que ça. Certes, en distal, on a un point de contact qui pourrait être perfectible, mais bon, pas si mal que ça. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a un bourrage alimentaire en distal, au niveau du point de contact entre la 7 et la 8. Et on va essayer de reproduire la douleur de la patiente en faisant notre fameux test de sensibilité. Quand on fait ces tests, eh bien, la patiente répond clairement beaucoup plus fort sur la 7 que sur la 6. Sur la 6, elle répond quasi normalement.